Yaorana et bienvenue dans Manava. De tout temps, nous avons entendu parler de la gratte. Alors, Cook en parlait déjà dans son journal de bord lors de son second voyage dans le Pacifique. Comment la ciguatera se développe-t-elle en Polynésie? Comment la dépister et la traiter? Nos invités du jour nous en parlent. J'accueille aujourd'hui Tayana Darius, qui est directrice de recherche spécialisée en tests et détection au laboratoire des biotoxines marines de l'Institut Louis Mallardet. Bonjour. Le docteur Erwan Holler, qui est spécialiste en médecine interne. Irlana. Clémence Gatti, qui est chargée de recherche spécialisée en surveillance épidémiologique au laboratoire des biotoxines marines de l'Institut Louis Mallardet. On a Bonjour. battu le record. Et Christine Lévin, qui est technicienne au laboratoire Louis Mallardet et qui est atteinte de ciguatera. Donc, qui est venue nous parler de son expérience. Ravi de vous accueillir tous les quatre sur ce plateau. On va rentrer dans le vif du sujet directement. Tayana, qu'est-ce que la ciguatera? Ce qu'on appelle aussi la gratte. Alors oui, la ciguatera, c'est une intoxication alimentaire liée à la consommation de produits lagonaires et qui sont contaminés par des biotoxines marines très puissantes, des neurotoxines qui sont appelées aussi ciguatoxines. Et ces ciguatoxines sont produites par une microalgue, c'est-à-dire c'est une algue microscopique qu'on peut observer qu'au microscope, qui s'appelle Gambierdiscus, car elle a été découverte au Gambier dans les années, à la fin des années 1970. Alors, elle a été découverte au Gambier dans les années 70, mais elle existe en fait depuis beaucoup plus longtemps. On va revenir un petit peu dessus tout à l'heure. Christine, toi, tu as attrapé la gratte. Donc, comment ça s'est passé? Donc, c'était à l'occasion, après un dîner, donc À Tahiti. à Tahiti, un dîner dans un restaurant. Donc, les premiers symptômes sont intervenus vers 2 heures, 3 heures du matin. Donc, les symptômes d'une gastro, tout simplement, de 3 heures à 6 heures du matin. Donc, une belle gastro, en fait. Donc, Oui, avec tout ce qui va avec et voilà, les c'est côtés très ça. désagréables. C'est ça. J'avais pas de fièvre. Par contre, j'avais très, très froid. Donc, quelque chose que je ne connaissais pas parce que j'avais déjà eu Ouais, ça nous est tous arrivé, on va dire, voilà, mais ça là, nous c'est a quelque chose. tout Ouais. voilà, ce qui est très différent et je devais travailler donc quelques heures après, donc je vais au travail et là, franchement, je me sens vraiment pas bien, j'ai vertige, j'arrive pas à marcher. Donc, je fais venir, en fait, mes collègues parce que je n'arrive pas du tout, en fait, à marcher. Ça t'a séché, quoi. Voilà, j'étais vraiment pas bien du tout. Mais donc du coup, je rentre chez moi, l'après-midi, grosse sieste et en me réveillant de la sieste, je cherche des moustiques. Mais vraiment, je commence à avoir voilà, je cherche partout des moustiques, hein, parce que ça me gratte tout simplement. Donc ça au début, je dis: «Ah mais c'est quoi ce truc?» je cherche, je me gratte. Donc je vais chercher en fait de l'eau pour boire, de l'eau fraîche. Et là, le choc électrique au niveau de la bouche et là, je me suis dit: «Ça y est, je pense que j'ai la gratte vu que T'en je avais tra» peut-être entendu parler ou ce genre oui, de choses, ouais. voilà, avec l'environnement dans lequel je travaille, forcément, j'en ai Ah entendu oui. parler. Donc je regarde effectivement, les infos, sur internet comme tout le monde et puis je vois tous les symptômes et là, je fais: «Oui, voilà, je pense que c'est ça, en fait». Donc, Erwan, là, ce que vient de nous décrire Christine, sont les symptômes classiques de la. On va appeler ça la gratte, hein, plutôt que de dire la ciguatera à Oui. chaque fois. C'est classique ou il y a d'autres symptômes bien précis? Christine a bien expliqué le départ de la ciguatera, en fait, qui commence assez rapidement après le repas, avec des premiers signes, notamment digestifs, qui apparaissent, des douleurs abdominales, nausées, vomissements, diarrhée, donc qui fait un peu comme une gastro. Puis ensuite vont apparaître le prurite, donc la gratte, qui a donné son nom à la ciguatera. Et ensuite, dans les formes un peu plus sévères, on peut avoir des signes cardiovasculaires avec le cœur qui va se ralentir, la tension qui va baisser. Et souvent, ce sont ces signes qui font que la ciguatera peut devenir sévère et nécessiter d'hospitaliser les malades. Euh, Il est assez classique comme Christine le pensait, qu'on pense en premier lieu à une gastro, puisqu'en Mmh. sous les tropiques, c'est un peu, ça nous est arrivé à tous, hélas, et ça a l'air d'être assez similaire quand même, Ça sur le ressemble, départ. oui, c'est ça, ça ressemble vraiment assez typiquement à une gastro dans un premier temps, mais il y a d'autres signes qui vont se surajouter, qui là vont faire évoquer aux médecins qui ont l'habitude, qui ont l'expertise de la ciguatera en Polynésie notamment, où donc la gratte, le fait de se gratter, et d'autres signes comme le fait d'avoir
d'avoir la bouche qui picote en buvant de l'eau Alors ça, c'est fraîche. important de le dire, oui. Ça, c'est vraiment un des signes qui est très, très évocateur. Et nous, quand on a les patients qui nous expliquent ce genre de signes, on est quasiment certain que c'est la ciguatera. Donc très clairement, si on croit avoir, parce que on peut, comme a fait Christine, se dire oh, bon, j'ai chopé la gastro, je vais traiter ça et je verrai bien dans 1 ou 2 jours, ça ira mieux. Mais si on boit de l'eau et que ça picote, médecin direct. Médecin direct, oui, pour soigner les symptômes. Après, c'est sur le plan du traitement dont on parlera peut-être tout à l'heure. S'il n'y a pas énormément de différence, donc c'est pas non plus un signe qui doit vraiment alerter sur le plan de la sévérité de la maladie en elle-même. Clémence, alors pourquoi est-ce que ça touche plus facilement les îles éloignées et est-ce que la ciguatera est présente aussi sur les îles sous le vent et les îles plus proches de Tahiti? Alors, en Polynésie française, la ciguatera, on la retrouve dans tous les archipels. D'accord. Après, effectivement, les Tuamotu font partie, les îles des Tuamotu font partie de celles où il y a le plus de cas qui nous sont déclarés. Ce qui ne veut pas dire forcément que pour Oui. les îles où on n'a pas de données, C'est ça. il n'y a pas de cas. C'est juste qu'elles ne nous sont pas déclarées parce que la ciguatera n'est pas une maladie à déclaration obligatoire. Donc, repose uniquement sur le bon vouloir des médecins, s'ils ont le temps de faire la déclaration. Sachant quand même que la population peut aussi elle-même déclarer en fait son intoxication. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est un phénomène qui touche l'ensemble du territoire, de Nukuiva à Rapa. C'est un phénomène qui évolue dans le temps et dans l'espace. D'une année à l'autre, on peut voir des différences d'une île à l'autre. Voilà, un petit pic qui va Et pourquoi survenir. on parle plus particulièrement, alors c'est peut-être pas rendre honneur aux Tuamotu, mais ils ont plein d'autres très belles choses, mais on a plutôt tendance à en parler. On dit souvent faites attention aux poissons des lagons du Tuamotu en période de gratte, ce genre de choses, c'est pas moi qui l'invente, hein. Oui. Mais pourquoi est-ce que c'est plus ciblé de ce côté-là? Pourquoi les Tuamotu sont plus ciblés? Tout simplement parce que du fait que l'offre alimentaire est moins diversifiée que sur Tahiti, par exemple, où on va manger plus de viande. Dans les Tuamotu, on va manger du poisson voilà. matin, midi, soir. Donc forcément, on est surexposé aux risques toxiques. Et puis, dans la ciguatera, il y a ce phénomène de bioaccumulation des ciguatoxines et un peu le phénomène de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est-à-dire que quand on va manger régulièrement du poisson lagonaire, on peut accumuler des petites quantités de toxines et pas forcément développer des symptômes jusqu'au jour où voilà, ça va être le poisson de trop. Donc forcément, on a une population qui mange plus de poissons lagonaires et qui est forcément plus exposée au risque. Tayana, comment est-ce qu'on fait le dépistage sur les poissons, sur les mollusques? Comment est-ce qu'on sait que tel ou tel poisson a la fameuse microalgue, enfin, a mangé la microalgue qui lui a donné cette Les toxine? Alors, en fait, c'est vrai que lorsqu'on pêche un poisson, aucun signe sur le poisson ne permet de savoir s'il est toxique. En fait, Il n'y a pas de signe extérieur. voilà, il n'y a pas de signe extérieur au niveau de la couleur du poisson ou de l'aspect du poisson. Rien n'indique en fait qu'il est toxique. Donc, le seul moyen de vérifier la présence de ciguatoxine dans les chairs de poisson ou d'invertébrés marins, c'est de faire un test de laboratoire. Et nous, en Institut Malardé, nous sommes spécialisés pour faire l'extraction chimique des ciguatoxines qu'on va extraire à partir des chairs. Et après, on va les passer dans nos tests de détection pour vérifier la présence de ciguatoxines et aussi évaluer le niveau de toxines qu'il y a dans le poisson. Est-ce que vous faites ça au laboratoire, évidemment, mais est-ce que vous allez faire ça sur place dans différents endroits en Polynésie en fonction de, je sais pas, d'informations? On vous dit, mais tiens, en ce moment, il y a plus de cas de gratte et ainsi de suite. Est-ce que vous suivez une sorte de calendrier? Comment est-ce que vous mettez tout ça en place? Oui, effectivement, en fait, suite à des déclarations massives de cas dans une île ou dans un atoll, on peut avoir après un budget pour pouvoir aller sur place et faire l'évaluation du risque ciguatérique dans un lagon. On va faire des prélèvements à différents sites de pêche. On aura d'abord vu avec la population quels sont les sites où ils vont pêcher régulièrement du poisson. Est-ce qu'eux, ils ont déjà connaissance de sites à risque ou d'espèces à risque? Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prélever différents échantillons dans le lagon, on va les ramener au laboratoire et ensuite on va les analyser et vérifier entre les connaissances de la population des sites sains et des sites à risque et on va comparer avec nos résultats de laboratoire. La plupart du temps, nos données sont souvent très concordantes avec la population parce que les pêcheurs qui sont là au Ils ont un vrai quotidien dans leur savoir, ils lagon, le savent. voilà, Ils le savent, ils ouais. connaissent et nous, on permet de confirmer en fait ce savoir et de donner une indication supplémentaire, c'est-à-dire les niveaux de toxines dans les poissons et de préciser au niveau des espèces et au niveau des sites. Alors, dans cet esprit-là, Christine, qu'est-ce que tu avais choisi comme poisson pour ton dîner?
Sur le menu, c'était du bec de canne. Bec de canne. Voilà, mais il y a eu une enquête derrière, si j'ai bien Approche-toi un peu de compris. ton micro, s'il te plaît. Oui. Et si j'ai bien compris, il y avait une enquête derrière et c'était finalement du mérou. D'accord. Il y a Alors, de gros soucis de donc, traçabilité. voilà, j'allais y venir. Ouais. J'allais y venir. Après, là, l'occurrence, c'est que de temps en temps, c'est tout simple. Dans le restaurant, ils n'ont pas reçu de bec de canne. Mhm. Ils vont travailler Mm. sur du mérou. Le serveur oublie de le préciser. Enfin, c'est Mm. toute une chaîne. C'est pas voulu dans l'absolu. Mais quel type de poissons peuvent être toxiques plus particulièrement, Clémence? Dans l'absolu. Essaye de me faire une tout- réponse. Quand tu commences dans l'absolu. Dans l'absolu, alors on va essayer de faire simple. On a tendance à penser ciguatera en fonction d'espèces de poissons. Mais comme les poissons en fait deviennent toxiques à partir de ce qu'ils mangent, donc en fait, dans une zone où il y a la ciguatera, c'est-à-dire où l'algue toxique est présente, toute espèce qui se nourrit dans cette Oui, zone parce qu'il y a la chaîne est alimentaire, on va dire. potentiellement, C'est ça. c'est ça, est potentiellement à risque d'être contaminée. Après, effectivement, il y a des espèces emblématiques, mais qui du coup dépendent en fait des habitudes alimentaires des gens. Donc, chez les herbivores, là, les perroquets, les poissons chirurgiens On reviennent parle toujours fréquemment. du perroquet souvent, hein, quand même. Perroquets. Mais encore une fois, une espèce de perroquet dans une île peut tout à fait être comestible, là où c'est pas le cas dans une Ouais. autre île. Ouais, c'est pas une chose. Ouais. Les mérous, les loches, le houmé, le Napoléon, ça fait partie des espèces qui reviennent tous les ans dans le top 10 des espèces, et parce qu'il faut voir ça aussi à travers de la disponibilité de l'espèce dans un lagon, parce qu'on ne retrouve pas les mêmes espèces aux australes qu'aux marquises, et puis il faut voir ça aussi à travers le spectre des habitudes alimentaires des populations. Erwan, on va revenir sur le côté plus pragmatique. Comment est-ce que ça se traite, la ciguatera? Quel est le protocole? Le traitement de la ciguatera, c'est un traitement qu'on dit symptomatique, c'est-à-dire qu'on va traiter les symptômes. Donc en cas de douleur articulaire ou musculaire, on va donner du Doliprane. En cas de nausées, vomissements, on va donner des antiémétiques, des antidiarrhéiques en cas de diarrhée, Vous faites en fonction de... Oui, voilà, Ouais. exactement. Il n'y a pas de traitement spécifique de la ciguatera, en fait. Alors toi, Christine, en ce moment, tu te remets de ça. Mhm. Et tout à l'heure, en faisant connaissance, très clairement, tu manges pas de poisson pendant un moment, là. C'est ça? Voilà, donc tout ce qui est poisson du lagon, j'évite. Donc j'en ai pas mangé en fait. J'essaye d'éviter parce que c'est vrai que inconsciemment en fait, on a tendance à piocher ce qu'il y a dans le plat en fait devant nous. Et c'est vrai qu'à un moment j'avais mangé du poisson farci. Et en fait, c'est du poisson en fait de lagon. J'ai pas fait attention, donc j'ai mangé une bouchée. D'office, j'ai vite recraché. Hein, donc C'est parce voilà. que tu as peur? Voilà, c'est ça. Oui, voilà. Erwan, j'allais poser la question. Là, c'est Voilà. aussi le côté, bon, on a mangé ça, on a une crainte, ou c'est parce que ça a déclenché de nouveau quelque chose de, alors peut-être d'épidermique ou de dérangeant? Les deux? Par expérience, en fait, de ce que on m'a raconté de la ciguatera, on m'a dit que si on remange en fait du poisson avec des toxines, je peux redévelopper en fait les mêmes symptômes. Donc du coup, franchement, c'est vraiment pas, enfin les symptômes étaient tellement douloureux parce que la douleur en fait inflammatoire, j'ai eu les articulations qui ont morflé tout simplement. Ouais, J'avais ça mélange partout, de voilà. dingue, de gastro, enfin on a De un peu... chikungunya, Ouais, voilà, ouais. de Zika, et en fait, j'avais mal partout pendant 2 semaines. Hein. Et là, les symptômes ont disparu ou ça encore, je veux dire, t'as encore des séquelles? Il y a 3 semaines, j'ai repris le poisson, donc poisson du large. Donc, Bien et au là, large. Voilà, Très loin. voilà, donc du thon. Et j'ai senti effectivement des petits pétillements, des petits picotements, mais c'est pas aussi fort que Ouais, tu sens que voilà. ça disparaît petit à petit. Voilà, c'est ça. Mhm. Tu voulais réagir, Clémence? Oui, parce qu'effectivement, Erwan a évoqué la prise en charge médicale. Donc il y a l'aspect médicament, mais il y a aussi quelque chose qui est important donc, pour les patients, c'est de suivre un régime alimentaire qui est souvent vu comme une punition. Mais alors, comme l'expliquait Christine, effectivement, quand on a la ciguatera, on va essayer d'éviter de reconsommer du poisson qui potentiellement peut avoir des toxines. Mais au-delà de ça, on sait que les patients qui ont la gratte vont développer une sorte d'hyperréactivité. Et que ce soit en reconsommant du poisson, qu'il soit lagonaire, du large, que ce soit certaines viandes, des viandes rouges, de l'alcool, on sait que chez ces patients, dès qu'ils vont consommer ces aliments, il va y avoir une réactivation qui peut durer quelques heures à quelques jours, de signes, alors ça peut être les picotements, les démangeaisons, une fatigue générale, des céphalées. Et ça, c'est un phénomène qui est assez caractéristique de la ciguatera,
qui vient voilà, en fonction de ce qu'on mange. Et donc, Sur combien de temps? Alors, c'est toute la question. Dans la majorité des cas, les gens vont se remettre d'une ciguatera en 3 semaines, un mois, mais il y a une portion des malades qu'on a évaluée à 20%, donc, d'après les Quand même. études qu'on a réalisées, qui peuvent conserver en fait ces troubles, cette sensibilité pendant des mois, voire des années. C'est ça. Parce que c'est la fameuse, j'allais dire, pas légende urbaine, mais C'est pas une légende. on entend parler, on entend parler de tout entre je l'ai eu, je l'ai plus, et je l'ai pour toujours. Vous voyez, il y a un peu un mix des deux. Alors pour toujours, non. En tout cas, corrige-moi, mais si j'ai un mot positif à dire sur la ciguatera, c'est que c'est une maladie d'évolution positive. C'est-à-dire que le plus gros des symptômes, on l'a dans les premières heures, premiers jours. Après, il y a ces séquelles qui sont souvent neurologiques, qui vont durer, mais qui finissent par s'estomper. Et puis il y a le côté aussi, on a peur de le rechoper, donc Et effectivement, il y a un aspect, il y a des patients qui clairement nous disent, voilà, moi je suis tombée dans un état dépressif, qu'on peut soit expliquer, donc qui est une conséquence indirecte de tous ces signes, ne pas pouvoir dormir parce qu'on a des démangeaisons dont on n'arrive pas à se débarrasser. Forcément, ça tape sur le système. Il peut aussi éventuellement avoir une action directe des ciguatoxines, puisqu'on sait qu'elles vont venir se fixer dans le cerveau. Il y a très peu d'études là-dessus, mais il est possible que, par exemple, la dépression soit aussi ça peut aller loin, quoi. conséquent d'une action directe des toxines. Et là, alors, en faisant des recherches, j'ai vu dans l'introduction tout à l'heure, je parlais de Cook, mais sur sur le journal de bord d'un de ses voyages, il parlait des équipages, des membres d'équipage, des membres d'équipage qui avaient attrapé la ciguatera, et les animaux l'avaient attrapé aussi. Alors, est-ce qu'il y a une sorte, tu parlais de la chaîne au sein du lagon, mais là, entre autres, il parlait de porc. Et est-ce que c'est cette fameuse chaîne qui fait qu'on a pu donner, par exemple, des restants de poissons et que les animaux terrestres pouvaient l'attraper? Ma question est un peu longue, désolé. De ce qui est indiqué, en tous les cas, dans les récits des explorateurs, c'est effectivement que des poissons, ils appelaient ça le poisson rouge. On pense que c'est certainement un ludjan dont il parlait, qui a intoxiqué l'équipage en fait, du bateau. Et peut-être qu'ils ont donné les restes à donner aux cochons. Par exemple, ici, ce que certaines personnes font dans les îles éloignées, c'est qu'ils les donnent à manger aux chats ou aux chiens et qui servent de test vivant, entre guillemets, pour vérifier si le poisson est toxique avant de le manger. Il y a aussi ces petits trucs dans les îles qui font que... Les chats et les chiens sont très sensibles aux ciguatoxines. Est-ce que alors cette fameuse algue, est-ce qu'on peut l'éradiquer? Parce qu'on va essayer de prendre le problème en amont. Est-ce qu'on peut considérer qu'un jour, on n'aura plus la gratte en Polynésie? Je pense pas, non, parce que c'est un phénomène naturel qui a toujours existé. Et cette microalgue, elle est présente dans le lagon. Selon différents facteurs, en fait, il existe à ce jour 19 espèces de cette microalgue. Et en Polynésie? En Polynésie, il y en a 7 qui ont été identifiées, dont une qui est très toxique, qui s'appelle Gamberdiscus polynesiensis, qui a été identifiée par Mireille Chinin, qui est la responsable du laboratoire des biotoxines marines. Et en fait, dans les lagons où les coraux sont en bonne santé, il y a très peu de développement de macroalgues en général. Et si ces coraux sont agressés par des phénomènes naturels ou anthropiques, c'est-à-dire que ça amène à... Anthropique, ouais, voilà. Alors, anthropique, c'est l'agression par des remblais... L'intervention extérieure. Voilà, des travaux dans le lagon qui vont faire que ça va amener à la mort du corail. Ça va être des substrats favorables à des macroalgues, c'est-à-dire des grandes algues, qui vont servir d'habitat préférentiel pour ces petites algues. Et les poissons vont venir manger ces petites algues et ensuite c'est parti. Voilà, c'est ça. Après, les algues elles peuvent être présentes. On peut avoir des espèces non toxiques qui sont présentes, mais qui peuvent produire des infimes traces. Et à force, ça peut quand même... faut pas les négliger. Donc, on peut avoir une situation où il n'y a pas du tout la microalgue, des situations où la microalgue est présente, mais ce sont des espèces non toxiques. Donc, le risque, il est, on va dire, minimal. Et après, si la présence de l'algue toxique est présente, là, le risque est plus élevé. Il faut vraiment faire une surveillance du lagon. Erwan, est-ce qu'il y a des maladies qui favorisent le développement de la ciguatera? Alors, Clémence tout à l'heure a parlé d'alcool, de ce genre de choses. Et est-ce que des maladies récurrentes chez un patient peuvent accentuer le risque de ciguatera? Pas de façon directe, mais on sait que certaines maladies comme
le diabète, la prise d'alcool peuvent déjà abîmer les nerfs et donc majorer, on va dire, les signes de la ciguatera. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment réellement d'association entre la ciguatera et d'autres maladies. Et est-ce que la ciguatera, est-ce qu'on peut la transmettre? Je pose des questions assez simples, mais en fait... Alors, Ah ouais, il faut aller bosser un peu quand même, attends. alors oui, il y a des cas cliniques, des case reports de cas un peu particuliers, donc d'une maman qui pourrait par exemple transmettre la ciguatera à son bébé via l'allaitement. Sur l'allaitement, ouais. Et il y a des cas cliniques encore plus rares de transmission sexuelle de la ciguatera d'un individu intoxiqué à son partenaire ou sa partenaire. Mais ce sont plutôt qui des avait pas cas mangé de isolés, on poisson. va dire. C'est vraiment pas- des cas isolés. Le but, c'est pas d'affoler la population. Non, hein, non, au du tout. contraire. absolument pas. Non, c'est vraiment très rare. Est-ce qu'il existe des traitements préventifs? Bah, pas manger de poisson. Mais ça, j'aurais pu faire médecine aussi. Ah, non, tiens, c'est facile. Moi, je vais faire médecin, frère. Non, du préventif, pas vraiment, parce qu'on ne sait pas. Dans les îles, par exemple, où on sait qu'il y a des risques, est-ce qu'actuellement, ou est-ce qu'il est en prévision de créer une sorte de vaccin qui serait une forme de prévention contre la ciguatera? Pas pour le moment. Clémence, un Là, avis comment il vient de botter en touche. Oui, non, merci, Erwan. Alors, en ce qui concerne la question du vaccin, effectivement, qui revient fréquemment, la nature chimique des ciguatoxines fait que cette voie n'est pas possible, développer un vaccin. D'autant plus que lorsqu'on est exposé aux ciguatoxines, le système immunitaire ne va pas réagir, on ne fabrique pas d'anticorps. C'est-à-dire qu'on est capable de faire une ciguatera à chaque fois qu'on va être C'est ça, exposé, ouais. voilà, parce qu'il n'y a pas de réaction de défense de l'organisme. Après, en termes de prévention, quand on fait donc les missions dans les îles et qu'on discute avec les pêcheurs, il y en a clairement qui vont nous dire, voilà, quand je sais que sur 2 semaines, j'ai mangé beaucoup de poissons lagonaires, je vais laisser passer un peu de Une temps. sorte d'autorégulation. D'autorégulation, tout à fait. Je vais laisser passer 1 ou 2 semaines avant de remanger de nouveau du poisson. Pour C'est le bon sens des éviter- pêcheurs, c'est le bon sens agricole, C'est ça. c'est simplement du bon sens, on va dire. Oui, tout à fait. Après, donc en Polynésie française, on utilise beaucoup de Rautheiti, notamment parmi ceux qu'on étudie. Il y a celui à partir de feuilles de faux tabac ou de tahinou, à partir desquels on va faire une infusion. Eh bien, certains pêcheurs nous disent qu'ils vont faire l'infusion avant même de manger le poisson. Quand ils savent que le midi ou le soir, ils vont manger un poisson un peu douteux, mais qu'ils veulent quand même le manger parce que c'est très bon, disons qu'en amont, ils vont se faire leur petite infusion. Et du coup, si le poisson contient des toxines, après c'est sur les diens, en tout cas, ça les préserverait de l'intoxication. Alors, s'il y a eu les dires comme ça, j'imagine que les laboratoires ont dû se pencher dessus en se disant si ça fonctionne, Rautheiti, ça a du sens aussi. Donc, est-ce qu'on a essayé de faire une analyse et de comprendre le pourquoi du comment? Les feuilles de tahinou, c'est la plante qui a fait aujourd'hui l'objet de plus d'études en laboratoire. Et effectivement, on a trouvé dans la feuille un composé qui s'appelle l'acide rosmarinique, alors qui est largement répandu dans le monde végétal. Mais des études in vitro sur des cellules qu'on a exposées aux ciguatoxines et avec cet acide rosmarinique ont montré qu'effectivement, ce composé montre une activité de compétition vis-à-vis des ciguatoxines. On a encore beaucoup à apprendre sur le sujet. Moi, je suis convaincue qu'il faut qu'on continue à faire des travaux sur cette plante notamment. Après, il y en a d'autres, mais aujourd'hui, c'est celle qui a fait l'objet de plus d'études. Donc, on a peut-être quelque chose à trouver dans ce sens-là. Bon, c'est même sûr si ça fonctionne, c'est qu'on va peut-être réussir pas à le commercialiser, mais à le généraliser et le proposer à pas mal de gens pour essayer de régler ce problème. C'est ça, on a beaucoup à apprendre. Voilà. Christine, tu es revenue au poisson tranquillement. Est-ce qu'autour de toi aussi, ça a fait une sorte, les gens se disent, voilà, je vais faire plus attention ou Déjà, je vais te dire, par rapport au repas que j'ai eu, on était plusieurs à avoir mangé en fait le même plat. Et j'étais la seule à avoir été malade. Ouais, donc la fameuse sensibilité dont tu parlais tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai atteint en fait. Ayant l'habitude de manger effectivement du poisson de Lagan, je lui dis, bon, ben voilà, j'ai atteint mon point de rupture. Donc, voilà. Donc, Tu vas attendre encore quelques semaines ou quelques mois avant voilà, c'est ça. Je vais attendre encore un peu. Et sinon, concernant les Rautheiti, en fait, j'ai eu au téléphone en fait Clémence quelques jours après avoir eu en fait la ciguatera. Elle me parle des feuilles de tahinou. Première question, tu en as? Et puis on était là, mais on en trouve où? C'est vrai que c'était en fait le gros problème. Elle me dit,
Tu connais quelqu'un dans l'île? Ah bah non. C'est vrai que c'était assez folklorique en fait la conversation qu'on a eue et c'est là que je me dis: «Mais il manque en fait une plantation de tahinou quelque part». Bon, Voilà. mais ça peut se trouver facilement. Et Erwan, est-ce que tu en as parlé tout à l'heure aussi, Clémence, mais est-ce qu'une fois qu'on a eu la ciguatera, est-ce qu'on est imposé, est-ce qu'on doit le déclarer? Alors, je crois que tu as dit non, que c'était pas obligatoire. Mais ce serait très bien de le faire. Voilà, hein, mais Ouais. il me semble que c'est pas obligatoire, mais ça fait avancer les choses. C'est là où je voulais en venir, ça fait avancer les choses que de le déclarer. Et est-ce que, par exemple, le restaurant où il y a eu le problème doit aussi faire une déclaration? Effectivement, c'est pas une déclaration obligatoire à titre individuel. Après, c'est sûr que pour le côté épidémiologique des choses, c'est mieux de le faire, ce qui permet de voir, de savoir d'où vient le poisson, d'avoir des cartes montrant là où il y a de la Ouais, pour faire son ciguatera. sourcing, suivre. Et Voilà. le médecin, donc, n'est pas obligé de faire la déclaration. Non, c'est pas une C'est pas déclaration. une obligation. Non, non, c'est pas du tout C'est ça, obligatoire. il me semblait bien avoir lu. Mais si je peux rajouter quelque chose sur l'intérêt de la déclaration, et encore une fois, je rappelle que si le médecin ne le fait pas, le patient peut le faire directement, c'est qu'aujourd'hui, on a un système, une plateforme Internet qui permet, dès lors qu'une déclaration nous arrive, d'extraire les informations sur une zone de pêche ou une espèce qui a été impliquée dans les jours précédents dans une déclaration. Et ces informations sont directement en fait disponibles sur une cartographie en accès libre en ligne, où on peut comme ça suivre l'évolution à l'échelle du territoire des cas de ciguatera et voir si ce week-end tu vas dans une île, voir si récemment il y a eu des cas, dans quelle zone, quelles espèces. Comment s'appelle la plateforme? Alors, c'est siguawatch.ilm.pf. Eh ben voilà, ça C'est profite. une plateforme où on peut faire à la fois la déclaration des cas Il et y aller chercher les infos. chercher les infos. Alors, ça fera office de conclusion, donc n'hésitez pas, vous restez vigilants. Et si vous faites la déclaration, ça fera avancer les choses et ça permettra de savoir quels sont les sites à éviter C'est ça. pendant un petit moment. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Et cette émission sera en replay sur le site de TNTV. Bonne fin de journée sur TNTV.